Notre deuxième invité ce matin, c'est Gérard Filoche. Bonjour monsieur, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous sur LCI ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Un mot d'abord, on vient d'en parler sur l'attaque d'hier soir. Est-ce que le dispositif Sentinelle est efficace selon vous? Enfin, nous condamnons tous cette barbarie de plus. Mais moi, je ne crois pas au dispositif Sentinelle. Je crois que ça doit coûter cher et ça ne produit rien. Je suis davantage pour des enquêteurs et des éducateurs. D'accord, donc c'est pas dissuasif selon et vous? éducateurs. C'est pas dissuasif On le voit bien. Donc il faut y mettre fin. Voilà. Emmanuel Macron a parlé plus généralement de mettre fin à l'état d'urgence à l'automne, mais d'intégrer certaines de ces mesures dans le droit commun. Est-ce que ça vous fait peur? Ah oui, moi je suis absolument pour qu'il y ait une indépendance des juges et qu'ils puissent intervenir et qu'il n'y ait pas un pouvoir administratif qui soit absolument débridé. Voilà. Alors on fait quoi face à la menace? Des enquêteurs et des éducateurs. Des enquêteurs, il n'y en a pas assez. Et l'argent pour ça, il n'y en a pas assez. Et les éducateurs aussi. Parce que quand ça concerne des jeunes, c'est souvent qu'il y a des brèches dans notre propre système éducatif et dans les perspectives qu'on peut donner aux jeunes. Quand Macron dit aux jeunes « ayez envie de devenir milliardaire », il ouvre des déserts pour les scorpions. Il faut lever l'état d'urgence selon vous? Oui, il n'a servi à rien. Ça ne servait à rien Non. du tout. Et ces coupes budgétaires de 850 millions d'euros dans l'armée, est-ce que c'est une erreur dans ce contexte de menace terroriste maximale? Écoutez, je vais vous répéter, je préfère 850 millions de plus pour l'éducation. Alors, ça fait 3 mois qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Quel bilan dressez-vous de ces 3 premiers mois? Est-ce que tout est acheté? On est au mois d'août, mais la situation est grave. Ce pouvoir va dans le mur et il conduit la France au désastre. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il fait une politique plus libérale encore que Hollande et que Sarkozy. C'est-à-dire il aggrave tout ce qui, jusqu'à présent, fait que les quinquennats précédents ont été rejetés. Et Macron, il s'est présenté comme au centre, en fait. Il est très à droite. C'est Margaret Thatcher français. Il va nous casser notre droit du travail, il va nous casser notre fiscalité progressive, et surtout, il va nous casser nos cotisations sociales et notre protection sociale au mois de janvier prochain. Probablement le gouvernement le pire qu'on ait eu depuis 1945, qui veut faire la peau au Conseil national de la résistance et au programme d'après-guerre, c'est-à-dire ce que nous avions de mieux. Mais la loi de moralisation, par exemple, elle a été votée hier à l'Assemblée nationale. C'est pas une bonne chose, ça? C'est pas une avancée? Qu'est-ce qu'il y a dedans d'important? La fin des emplois familiaux qui a mené, on l'a vu, à pas mal de scandales. Je veux bien, mais enfin, pourquoi il n'y a pas la fin des conflits d'intérêts? Pourquoi ils peuvent toujours faire des conseils? Du pantouflage. Voilà. Pourquoi? C'est ce qui leur rapporte le plus. Donc en fait, sur les questions essentielles, ils n'ont pas voté. Ils ont buté, ils ont bugué. Et la fin de la réserve parlementaire, par exemple? Écoutez, moi je suis pour. Je suis contre les distributions par mécène. Donc c'est une bonne chose alors? Oui, mais enfin c'est une façon d'enlever aussi de l'argent aux collectivités territoriales et à beaucoup d'associations. Or, il va le faire aussi par le biais de l'impôt bientôt. Donc en fait, tout ça va se traduire par des austérités contre les communes, contre les départements et contre les régions. Ce que donnaient, de façon un peu arbitraire, les parlementaires, va pas revenir comme ça, même s'ils le promettent, faut pas le croire. Donc elle va pas assez loin, selon vous, cette loi? Mais elle commence à peine, parce qu'en vérité, le conflit d'intérêts, l'opposition au lobby est l'élément essentiel. Alors vous avez dit, la gauche doit être contre Macron, elle ne peut pas être ambiguë. C'est vrai ça? C'est pas un peu étroit comme vision? La gauche doit être dans l'opposition en permanence. Macron, c'est la droite. Enfin, il est même plus à droite que Giscard dans le passé. Il n'a rien de nouveau entre le. Et pourtant, les Républicains, eux, ne disent pas ça. Alors, il y a les constructifs qui, eux, c'est leur problème. travaillent en bonne Ils ont beaucoup de intelligence. problèmes dans la droite. Mais c'est quand même la droite. Et je vous le répète, quand ils se proposent de casser le droit du travail par les ordonnances, c'est probablement l'attaque la plus violente après celle d'El Khomri depuis un siècle contre les droits élémentaires. Le droit du travail, c'est un droit intime, c'est un droit essentiel pour chacun de nous, même ceux qui ne le connaissent pas. C'est la dignité dans l'entreprise, c'est la protection du salarié face aux accidents du travail, face aux maladies professionnelles, c'est la protection des conditions de travail, c'est la possibilité de s'exprimer dans l'entreprise, d'avoir des délégués et des syndicats. On a mis un siècle pour gagner ça, et ce bonhomme arrive, là, il était élu, c'est le putsch d'un homme de cabinet, il est passé à travers les gouttes pour arriver à se faire élire, il nous casse tout ça. C'est incroyable comme chose. Il n'a pas de racine sociale, il n'a jamais bossé, mais il tient à ce que ceux qui bossent... Il a bossé, il a été chez Rothschild. Ah oui, je ne parlais pas comme ça, vous avez raison. Mais en vérité, je pense que s'il avait été dans un chantier pendant 6 mois, il renforcerait le code du travail au lieu de l'affaiblir. Vous savez, en Allemagne, l'intérim est interdit dans le bâtiment.
Vous savez, en Allemagne, les délégués du personnel, ça commence à partir de 5. Ce qui fait que Macron, il nous fait plus que ce que même l'Union européenne nous demande. Plus que ce qu'elle a dit dans ses directives du mois de mai dernier. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est quand même que le marché du travail à l'heure actuelle n'est pas tout à fait adapté. Peut-être qu'en l'assouplissant, ça va créer de l'emploi. Lui, il croit que ça va créer de l'emploi. Plus vous assouplissez, plus vous permettez le chômage. Plus il y a de flexibilité, moins il y a d'emploi. Vous faites travailler les gens 2 fois plus à la place de ceux qui n'ont pas de boulot. Vous leur mettez des trucs sur les reins. Vous savez, les salariés qui sont importants, c'est ceux qui sont bien traités, bien formés, bien payés. C'est ceux-là qui produisent le mieux. Plus vous dégradez la condition des salariés, moins l'économie marche. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte comme bêtises. Mais par exemple, est-ce que le CDD, là, le système n'est pas trop rigide? Lui, il veut réformer les CDD. Par exemple, là, on est obligé d'avoir des délais de carence, des mois où on ne travaille pas, alors que les gens, parfois, aimeraient heureusement, travailler. Pourquoi les gens ne prennent pas en CDI? Vous savez, le CDI est encore dominant dans notre pays à 85%. Les contrats sont des CDI. Et même entre 29 ans et 54 ans, c'est 95%. En fait, le CDD, c'est une façon de bisuter les jeunes. C'est pas un besoin économique, c'est politique. C'est pour faire plier les chines avant d'avoir un vrai boulot. On vous fait faire des petits stages, on vous fait auto-entrepreneur, on vous fait tout ce que vous voulez pour bien vous fragiliser, puis vous dire après, ah, vous avez de la chance d'avoir un emploi normal. Mais un emploi normal, c'est un emploi normal. On doit pouvoir être syndiqué, on doit pouvoir se tenir par rapport... Vous savez, ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. C'est là que dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas... C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Il y a des baratins, on nous dit, oh, il y a le volontariat. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Essayez de travailler le dimanche chez votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche chez votre patron veut. C'est d'abord l'employeur qui décide, donc ce qu'il faut, c'est des contreparties à la subordination. Et c'est ce qu'ils sont en train de casser en faisant que maintenant on décide le droit du travail boutique par boutique, entreprise par entreprise. Alors que le droit du travail, c'est un droit universel. L'Organisation internationale du travail, c'est pour qu'on ait les mêmes droits partout pour les humains qui sont au travail. On ne doit pas s'adapter à l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit s'adapter aux humains. Un petit mot sur les ordonnances. Le PS et la France Insoumise ont déposé un recours au Parlement contre ces ordonnances du gouvernement. Est-ce qu'une union gauche s'organise finalement à l'Assemblée nationale? Vous ne savez pas la joie que ça m'a procuré. Mais est-ce qu'on constate finalement une union sans unité gauche de la gauche. Rien ne peut être fait pour gagner contre Macron. Il faut que tout le monde se retrouve le 12 septembre prochain. Ça n'a pas marché jusque-là, il n'y a pas tellement d'union. Mais moi je me suis battu. Si Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon avaient fait l'unité, on serait au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a une attente de gauche dans ce pays. Donc Mélenchon a toujours un rôle là dans la construction, dans la reconstruction de la gauche. Mélenchon a un rôle à jouer. Bien sûr, vous voulez l'exclure? Sûrement pas. Donc il n'y a pas de gauche irréconciliable. Mais la gauche du Parti Socialiste aussi, il faut que le Parti Socialiste aussi revienne à gauche. Vous savez, moi, qui suis de la gauche socialiste, j'ai souffert sous le quinquennat de François Hollande quand même. C'était le pire quinquennat de l'histoire de la gauche depuis 100 ans. Quand on en sort, on n'a rien. 1 300 000 chômeurs de plus, 41 milliards donnés aux employeurs, la loi El Khomri qui est une catastrophe. 0,5% de croissance au deuxième trimestre. 0,5% de croissance au deuxième trimestre. Elle sert à qui la croissance? C'est-à-dire que les bons chiffres qu'il y a à la fin de Hollande, ils servent aux riches, ils ne nous servent pas à nous. Le SMIC a été bloqué pendant 5 ans et les dividendes ont augmenté de sont à 56 milliards. Jamais de l'histoire de France les dividendes n'ont été aussi importants. La France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal redistribuées. C'est ça que les gens attendent. C'est pour ça qu'ils sanctionnent Sarkozy, c'est pour ça qu'ils sanctionnent Hollande. Et ils vont sanctionner Macron de la même façon. Parce que l'attente générale de notre pays est une politique de gauche. Je sais maintenant que la gauche est divisée, mais en tant que membre de la gauche socialiste depuis je ne sais plus combien d'années, on a fait un réseau, la gauche démocrate et sociale. Et on espère bien que ce réseau va aider à ce qu'il y ait une coordination de toute la gauche. Moi, je suis pour un collectif de toutes les forces de gauche. En ce moment, vous savez, il y a au moins 20 forces, sensibilités et tout ça. Il faudrait que tout le monde se mette autour d'une table. Et il n'y a pas besoin d'abandonner nos idées les uns les autres. On a tous nos caractéristiques. Il faut se respecter seulement et chercher ce qu'on peut avoir en commun. Par exemple, dans la lutte contre les ordonnances. Par exemple, dans la protection du salaire brut que Macron va faire sauter au mois de janvier prochain. Et le salaire brut, vous savez, c'est le plus important. Il est plus important que le salaire net. Le salaire net, on vit avec au mois le mois. Le salaire brut, on vit avec toute la vie. C'est-à-dire c'est ce qui vous protège des aléas jusqu'à votre retraite. Et donc Macron va faire sauter ça. On va passer d'un système bismarckien au système de Beveridge. Ça va plus être le patron qui va payer la protection sociale, mais ça va être l'impôt, c'est-à-dire nous. Ce sont des changements considérablement contre-révolutionnaire. Il a fait un bouquin qui s'appelle Révolution Macron, mais c'est la contre-révolution qu'il nous organise. Et pour ça, en face, faut une unité de la gauche. Il faut aussi que le Parti Socialiste se reprenne. Justement, pour en venir à cette situation à gauche, vous avez déclaré, si Cambadélis abandonne le nom du Parti Socialiste, je le reprends pour en faire une idée neuve. Il faut le reprendre de façon saine avec ses fondamentaux. Vous voyez, vous, reprendre le PS? Oui, bien sûr.
Donc vous serez candidat à la si, écoutez, vous savez, d'abord, moi je suis contre la personnalisation de la vie politique. Bah, il faut un leader dans un groupe. Après, comme on ne peut pas faire autrement, je vais vous dire oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut changer dans le Parti Socialiste? C'est pas le fonctionnement. Tout le monde se jette sur le débat sur le fonctionnement. C'est pas ça, c'est la politique d'abord. Il faut revenir, par exemple, il faut dire des choses simples. Augmentons le SMIC, baissons les dividendes. Contrôlons les licenciements, ne les facilitons pas. Renforçons les sanctions contre les patrons voyous au prud'homme. Ne mettons pas un plafond. Renforçons les délégués du personnel, les comités dans l'entreprise et les CHSCT, parce qu'on a 600 morts par an au travail. Il faut avoir un programme qui parle à ceux qui sont nos électeurs, c'est-à-dire les ouvriers, les employés. C'est ce que fait plus le Parti Socialiste. Moi, je suis capable de le faire. Il faut pas des gens à l'élection du PS qui gagnent 10 000 euros. Il faut des gens qui gagnent moins de 3 000 comme tous les salariés. Parce qu'on a vu qu'il y a des proches, là, c'est sorti récemment, des proches de Jean-Christophe Cambadélis avec des salaires assez importants. 93% des actifs sont salariés. Et 98% des salariés gagnent moins de 3 200 euros. Si on veut leur parler, il faut être comme eux. Si on veut pouvoir influer, regagner les voix, remobiliser la gauche et l'unir, il faut être comme eux. Faut pas être dans les stratosphères de l'énarchie et de l'oligarchie. Faut pas prendre de haut les gens avec un langage que tout le monde sait bien quand c'est de la frime à la tête du Parti Socialiste. Les gens n'écoutent plus parce qu'il n'y a pas de discours sincère. Donc il faut un discours sincère. Et le discours sincère, il implique de réorienter sur les points fondamentaux, sur le social, et sur le salaire, il implique sur la distribution des richesses. Et puis, il y a un petit problème d'ailleurs de gestion du budget. On voit que par exemple Benoît Hamon a dépensé autant pour la présidentielle que Emmanuel Macron. Alors que lui, il s'est arrêté au premier tour. J'ai raison de dire qu'il faut être contre la présidentielle. Gardons ça pour avoir des collectifs démocratiques, des assemblées démocratiques. Il faut une 6e république parlementaire. Donc tout ça, ça doit se défendre à la tête du Parti Socialiste. Et moi, je le dis aux militants socialistes. On va mourir si on continue comme ça a été fait là dans les 5 dernières années. On ne peut pas faire l'impasse, il faut faire le bilan. Puis en même temps, il faut se projeter vers l'avenir. Il ne faut pas se diviser non plus, c'est vrai, puisque je suis pour l'unité de toute la gauche, pas seulement les socialistes en premier, si on peut le faire, mais toute la gauche. Et pour ça, il faut, comment dirais-je, des gens qui donnent confiance par toute leur vie, qui n'ont pas été mêlés à des affaires, qui n'ont pas trempé dans des lois de conneries. On ne peut pas accepter de dire on continue, j'en sais rien moi, avec El Khomri, Le Foll, etc. Qu'est-ce qu'ils ont de socialistes? Ils ont voulu aller chez Macron. Mais regardez ceux qui ont voulu aller chez Macron. Ils y sont allés pour un plat de lentilles. Il n'y a même pas de lentilles dedans. Ils vont rien avoir. Ils nous ont trahis. Pourquoi? Ils ont diminué par 2 les voix d'Hamon. Pourquoi? Hamon, c'était la première fois que la gauche socialiste l'emportait depuis un siècle dans le Parti Socialiste contre la majorité de l'appareil, le 29 janvier dernier. Et il y avait une issue. Ils ont saboté la campagne Hamon. Bon, on peut changer. Faut pas balayer tout ça, faut reconstruire. Et moi, si je suis candidat, je le ferai avec respect, avec tout le monde. Une dernière petite question, quand même, très rapidement. Est-ce que vous allez vendre le siège de Solferino, puisque c'est le Bureau National qui va trancher? Je suis pas aux affaires, c'est le Bureau National qui... Je suis pas à ces affaires-là. C'est important quand même, parce que c'est tout un symbole. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on va contrôler les licenciements? Est-ce qu'on va augmenter le SMIC, les petites retraites et les petits salaires? Est-ce qu'on va redistribuer les richesses? Donc vous participez d'en haut, ils sont 1%, ils possèdent la moitié du pays. Ils ont tout l'argent. Et il faut le redonner aux gens de façon démocratique. Il ne faut pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Vous participerez aux manifestations en septembre, du coup? Le 12 septembre, bien entendu, c'est une manifestation unitaire et j'y appelle activement. Je sors un livre rien que pour décortiquer les ordonnances, pour mieux les combattre. Et j'ai déjà une série de meetings pour ça. Je pense que le Parti Socialiste doit s'engager là-dedans. Il doit se dégager de la loi El Khomri. Merci beaucoup. On manque de temps, je suis désolée. Merci beaucoup, Gérard Filoche, d'avoir été avec nous sur LCI ce matin. Tout de suite, c'est un nouveau journal.